Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je reçois Loïc dans son bureau avec des fantastiques photos, comme vous pouvez voir d'ailleurs. Loïc est un amoureux de la nature. D'ailleurs, j'en fais plus un petit aparté avant de démarrer, mais tu as une activité de photographe d'événements naturels qui est phénoménale. D'ailleurs, tu as pas mal de succès sur Facebook. Tu publies des photos de ouf. Je sais pas si les gens le savent, mais et là, on voit un petit aperçu derrière. Tu as une passion des volcans et la nature quelque part et de la randonnée et voilà, et tu fais des trucs de ouf, mais je n'exagère pas, c'est resplendissant les photos que tu publies régulièrement et là c'est bien que tu les aies mis derrière, ça permet de voir l'autre côté de ta personnalité, je trouve. Ça fait longtemps puisque tu fais ça, ça fait 20 ans que Ah tu oui, crapautes. depuis que je suis jeune. J'ai commencé par de la course de montagne, du trail quand j'étais jeune, et après je me suis mis à l'exploration, la photo, Ouais. pas mal de photos, pas mal de photos de phénomènes atmosphériques, de ce qui se passe dans le ciel, tous les Ouais. éléments naturels, en fait, les cascades, le volcan, voilà, c'est Les ciels aussi, ouais, tu photographies les ciels, tu fais des trucs de fou furieux quoi. Donc voilà. les orages. Comme quoi la finance, il n'y a pas que des enculés dans la finance. Alors, aujourd'hui, je te reçois parce que tu as lancé une nouvelle offre et ça suscite énormément d'intérêt. C'est le Black Friday, donc c'est le moment de l'année où on parle des offres. Et en fait, c'est plus une évolution de ce que tu fais parce que, alors déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bah, Loïc et moi, nous sommes liés par par une passion commune, par la Global Macro depuis au moins quasiment 20 ans maintenant. On est à 17 ans. Nous débattons sans être toujours d'accord, mais enfin, on a été liés comme ça et on a lancé ces portefeuilles. Loïc, putain, ça fait au moins 10 ou 15 ans que tu as ces portefeuilles. Donc, il y en a eu un, puis deux, puis trois. On va en parler aujourd'hui. Il y en a un, c'est ton PEA, parce que bah, tu as commencé en tant qu'investisseur en tant que PEA, donc dans le cadre fiscal privilégié français. Et puis après, tu as dérivé sur les hauts rendements, les hauts dividendes, et puis après sur l'anti-effondrement, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le futur. Et euh, il y a pas mal de clients. On estime qu'il y a eu jusqu'à 1500 clients au total depuis 10, je crois que ça fait 10 ans, donc tu as démarré en 2012 ou un truc comme ça. 1500 clients euh, cumulés. Et il y en a encore beaucoup qui sont fidèles, plus de la moitié sur 10 ans de fidélité. Et en fait, quelque part, on voulait faire évoluer une formule un peu plus globale parce qu'on va en parler, mais la situation, le futur, voilà, c'est bien d'avoir plus. En fait, quelqu'un d'avisé aujourd'hui, il embrasse différents concepts pour répondre aux incertitudes du futur, pour avoir plusieurs options à activer, pour réduire les risques inhérents. Et donc, en fait, on a voulu réunir ces clients. On a voulu qu'ils puissent partager aussi dans un espace dont on va parler dans un groupe Discord, parce que bah, s'il y a 500, 600, 700 personnes qui se réunissent dans un Discord, ça risque de donner lieu à des conversations intéressantes. Et puis aussi, euh, ça, c'est ce qui m'a été demandé sur Université Investisseur et je suis bien content que tu as accepté. Tu vas faire un phénomène de questions-réponses une fois par trimestre où là, les gens t'envoient des questions et puis tu réponds par une vidéo géante à l'ensemble des questions une fois par trimestre de manière à avoir une interactivité et être plus proche des besoins exprimés par les clients. Voilà, donc on va vous parler de ça aujourd'hui. Donc, on a appelé ça le club des investisseurs. Alors, si je fais un partage d'écran, et voilà, on va aller là. On a résumé ce que je viens de vous dire sur cette page. On mettra le lien sous la vidéo. Donc, on a les trois offres, les trois portefeuilles, dont tu vas nous parler. Tu vas faire un petit résumé sur 2023 et ce qui s'est passé. Ensuite, l'idée du groupe Discord pour se réunir les clients. Et puis, tout simplement, le rendez-vous trimestriel. Donc là, je vais arrêter le partage. Je vais juste montrer le petit groupe Discord, histoire qu'on voit à quoi ça ressemble. Il est ici. Voilà, donc un groupe Discord avec des discussions générales, Action Europe, Action Europe. Donc ça, c'est toi qui as choisi ces onglets. On pourra en parler après, pourquoi tu as choisi au dividende, commodity, donc matières premières, vos questions et des ressources, plus une partie blog, perso et les annonces, etc. Donc voilà l'idée de ce qu'on va parler aujourd'hui. Arrêtez le partage. Voilà. On va commencer par, je te propose les portefeuilles, ces vieux portefeuilles. Déjà, donc tu as démarré en 2003 ton PEA Oui, ouais, tout à fait. avec 30 000 balles, Euh, 30 000 euros à un l'époque. petit peu plus, ça doit être 32 000, 33 000, puis 37 000. Et au total, j'ai mis jusqu'à maintenant, j'ai mis à peu près un petit peu plus de 50 000, hein, 56 000 euros au En total. cumulé. Et il y a combien en cumulé? En cumulé, alors c'est difficile à dire parce que j'ai fait des retraits aussi pour Oui. placer ailleurs. Mais il y a plus on peut dire qu'il y a un petit peu plus de 900 000 euros, hein, de générés au total.
de général au total. Donc on est à 10. Qu'est-ce que c'est 15 fois la mise, à peu près? 5 fois 5. Non, plus que ça, Oui, 17 fois la mise. plus que ça, ouais, ouais, c'est parce qu'en plus, j'ai pas mis 56 000 au départ, j'ai vraiment commencé avec 37 000, donc ça doit être un petit peu plus, hein, en fait. On est à 18-20 fois la Ouais, mise pendant 18, que, 20. pendant que le CAC 40, si on fait abstraction des dividendes, n'a quasiment pas bougé sur la même période. Entre 2003 et 2023, sur 20 ans, le CAC est resté à peu près Ouais, stable. Donc toi, tu as réussi à tirer masse ou minus, plus ou moins 20 fois la mise, oui. sans effet de levier. Non, sans effet de levier. Les rares fois où. Non, même pas, parce que j'ai parfois rarement un recours à des trackers baissiers à effet levier, mais même quand je le fais, je vais pas mettre 100% de mon PEA, je vais mettre 15%, 20%. Donc il y a Ouais. jamais d'effet de levier. Donc, je fais ce petit travail de chiffres que les gens se rendent compte de qui tu es, de ce que tu as fait. Moi, je considère que c'est exceptionnel et je pense qu'il y a bon nombre de gestionnaires. Alors après, on va peut-être t'expliquer pourquoi tu as réussi à faire ça. Oui, Mais il y a bon nombre de gestionnaires professionnels qui ont été parfaitement incapables de réaliser un tel niveau de performance. Ça explique aussi la fidélité des clients depuis 10 à 15 ans. Je crois que tu actuellement en fidélité, je crois que tu as fidélisé 800 ou 900 clients sur les différents produits euh, total sur les trois portefeuilles. Et les gens reviennent à long terme, bah, tout simplement parce que tu es quelqu'un qui délivre à long terme de manière assez incroyable des performances. Donc, on pourra peut-être commencer par donner à ton avis sur la question, pourquoi ça marche pour toi là où c'est si dur. Beaucoup d'investisseurs ont tellement de mal à générer bah, de l'enrichissement. Moi, je passe mon temps à dire que ce qui est normal pour l'épargnant normal, standard, il faut plutôt viser une rémunération des capitaux plutôt qu'un enrichissement. Mais on va bien le dire, dans ton cas de perso, tu t'es enrichi grâce à la bourse, littéralement, au oui. sens premier. Donc, quel regard tu portes sur cette performance? Et qu'on donne quelques rangs. Hein, il faut quand même savoir, il y a probablement entre 1 à 3% des investisseurs qui s'enrichissent littéralement avec la bourse, avec la bourse traditionnelle, les marchés d'actions, on ne parle pas des cryptos. Quel regard tu portes là-dessus, le fait d'appartenir à un top 3% et pourquoi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, il y a deux choses. La première chose, c'est que la grande, grande majorité des investisseurs, ils vont en bourse en achetant un rêve. Voilà, ils entendent des notions quelque part dans les médias ou ailleurs. Ah bah, l'intelligence artificielle est en plein boom, l'hydrogène, c'est l'avenir, des choses, des thèmes comme ça qui ne veulent pas dire grand-chose. Et puis, du coup, ils vont se jeter sur toutes les actions intelligence artificielle ou sur toutes les actions hydrogène sans regarder les fondamentaux. Évidemment, en faisant ça, ils vont payer des prix absurdes. Et puis, à la fin, ça marche pas, quoi, parce qu'ils ont payé, ils sont rentrés trop cher. Moi, j'achète pas de rêve. J'achète une situation présente. J'achète avant tout. Je regarde les perspectives quand même, évidemment. Je regarde le futur, mais en bonus. Mais avant tout, je regarde la situation d'une entreprise présente. Je sais l'évaluer, je sais ce qu'elle vaut. Et puis, j'achète celles qui sont évidemment évaluées beaucoup moins que leur valeur réelle, donc sur la base de ratios financiers que j'étudie. Et ça, c'est une démarche. Quand on fait ça, on est déjà, je pense, dans le top 5% des investisseurs, parce que 95% des investisseurs ne font pas ça. Ils se contentent d'acheter des rêves. Ouais, ou certains, ils vont regarder, ouais, ils entendent intelligence artificielle, ils vont passer hors vue toutes les actions intelligence artificielle, ils vont peut-être acheter la moins chère éventuellement, mais c'est pas une démarche qui fonctionne. Après, il y a un deuxième truc, c'est pourquoi les gérants de fonds ont autant de difficultés. Moi, j'avoue que j'aurais à gérer un gros fonds, je serais pas capable de faire les performances que j'ai là. Alors, un gérant de fonds, il a plein de problèmes en fait. Ouais, déjà, il a des centaines de millions d'euros ou de dollars à gérer, donc il ne peut pas rentrer sur les petites capitalisations, là où il y a les belles anomalies de marché, le plus d'anomalies de marché à exploiter. Nous, particuliers, on peut y aller, on n'a pas ce problème-là. Après, il est Je te coupe juste, soumis. c'est parce que les gros n'y vont pas que ces anomalies existent. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et après, le Gironfond, il a un autre problème aussi, c'est au moins sur les fonds ouverts. Enfin, il y a des fonds fermés, maintenant ça commence et ça c'est un gros avantage. Mais sur les fonds ouverts où on peut rentrer, sortir comme on veut, eh ben, il est soumis au comportement moutonnier des investisseurs du fonds. Et ce qui se passe, c'est que quand le marché va très bien, quand tout le monde est euphorique, eh ben, il y a plein d'investisseurs qui rentrent, qui veulent acheter
des parts du fonds. Du coup, le pauvre gérant, bah, il est obligé d'acheter des actions au plus haut. Et quand ça va mal, bah, les investisseurs sortent en panique. Ils demandent au gérant de fonds, ils disent rendez-moi mon argent. Et le gérant de fonds, il doit vendre au plus bas, vraiment au mauvais moment. Je Et reprécise à ça, nouveau, je te coupe, c'est qu'il y a une oui, obligation légale d'exposition minimale du fonds. Ça veut dire qu'en fait, oui. si un gérant a 100 millions, je crois, je sais plus, mais je crois que c'est 60% de chiffre, je me souviens plus, mais grosso modo, il est en permanence obligé d'avoir 60% investi dans les actions minimales, ce qui fait que par rapport au phénomène que tu décris, il est fondamentalement obligé d'acheter et vendre. Il est obligé d'acheter au plus haut quand les gens arrivent au plus haut. Il est obligé de revendre pour respecter son ratio minimal. En fait, légalement, ils ont quand même une marge de manœuvre limitée et ils subissent effectivement des interférences assez grosses de ces mouvements de capitaux. Et puis, ils ont d'autres contraintes. Alors, par exemple, un gérant de fonds, il trouve une super action qui cartonne. Voilà, elle fait x2, x3. Eh ben, sa politique, la politique du fonds, les réglementations du fonds vont lui interdire d'avoir plus de, par exemple, plus de 5% de Ouais. son fonds exposé à une valeur. Donc, il voudrait garder cette valeur qui est parfaite, mais il peut pas, il doit la vendre parce qu'elle dépasse 5% à un moment, parce qu'elle marche trop bien. Évidemment, on sait tous que quand on a une valeur qui cartonne, on a intérêt à tenir la position longtemps tant que la valeur reste à des ratios de valorisation acceptables. Et c'est sûr que si on vend à chaque fois qu'une valeur gagne 20%, ben, ça ne fonctionne pas. Et après, maintenant, il y a des nouvelles contraintes, c'est les contraintes ESG qui vont être de plus en plus dures. Donc, on va demander au fond, en plus, on va lui ajouter au pauvre gérant une contrainte, vous devez respecter toutes sortes de contraintes ESG. Du coup, il aura encore moins de marge de manœuvre. Donc, tout ça, c'est embêtant. Alors après, il y a des fonds réservés aux investisseurs qualifiés qui n'ont pas toutes ces contraintes, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, quand on est investisseur particulier, ben, on a de gros avantages quand même en bourse par rapport aux professionnels, curieusement, même si on n'en a pas l'impression. On n'a pas d'avantage quand on est trader pur, parce que là, eux, ils ont les algorithmes, effectivement, mais quand on est investisseur long terme value, là, on a des avantages clairs. Et précisons en fait que certains investisseurs, gérants de fonds, n'ont pas ces contraintes que tu es en train d'évoquer, qui sont les gérants de hedge funds et puis les gérants, les Ouais. CTA, les Commodity Trader Advisors, c'est les fonds spéculatifs. Mais les autorités légales des différents pays ont estimé que c'était des produits qui étaient dangereux pour le particulier lambda. Et donc, ils ont fixé des parts et des montants minimaux d'investissement. Je ne sais plus, c'est 100 000 ou 500 000 euros ou dollars, ça dépend. Ce qui fait qu'en fait, parce que les autorités, encore une fois, considèrent que des gens qui ont beaucoup d'argent sont plus à même d'être euh, formés au risque financier. Et en revanche, la personne qui a 5, 10 000, 20 000 n'aura, selon les autorités, aura moins de probabilité d'être formée à la finance et risquera de se faire écroquer, etc. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un système où l'épargnant normal, surtout en France, on sait que la fortune des Français est principalement immobilière et physique et tangible et non pas financière pure, où peu de gens ont une concentration de leurs actifs en mode financier pur, la finance papier. Et donc on se retrouve avec une configuration où les gens qui n'ont pas assez de cash ne peuvent pas accéder à des produits qui justement peuvent s'affranchir du monde que tu es en train de décrire. Et en fait, il n'y a pas de solution, quoi. À part gérer un peu par soi-même, euh, s'en remettre à une banque via des produits un peu grand public, il n'y a pas fondamentalement d'intérêt à le faire parce que ça va au casse-pipe. Enfin, ça va vers la performance de l'indice. Donc, si l'indice national, et en plus, il y a des contraintes géographiques, donc si l'indice national ne fait pas de perte, au final, il y a zéro, Ouais, quoi. c'est On se ça, retrouve depuis 20 ans, on se retrouve avec une stérisation de l'épargne. Je veux dire, le système joue un petit peu contre l'épargnant qui est pas assez capitalisé quelque part. C'est un peu un système vicelard. Et au bout de 20 ans de France, voilà, de pas de 15 ans d'absence de croissance et le CAC 40, si on avait des dividendes qui fait zéro, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas pu en fait exploiter leur capital parce qu'ils sont trop pauvres, quoi. La punition, c'est que vous êtes trop pauvre, quoi. C'est quand même assez hardcore. Donc ouais. toi, tu as pu te développer et développer ces lettres. Et c'est pour ça qu'on veut les pousser cette année parce qu'au final, elles rendent vraiment service. Euh, parce que donc d'un côté, moi, je pense que tu es super bon, mais c'est mon opinion personnelle. Mais de l'autre, tu as un système où tu n'as pas de compétition en face, quoi. Il n'y a pas de Ouais. compétition en face. Parce que c'est structuré de telle manière. C'est assez, c'est assez, comment dire, élitiste. On privilégie les gens riches, quoi. Et les pauvres, bah, restez pauvres, quoi. Alors, c'est assez bloquant comme système.
Voilà, donc il faut quand même expliquer le contexte, que les gens comprennent ton travail, pourquoi tu es là depuis 15 ans, 20 ans et pourquoi ce que tu fais, quoi. Est-ce que tu proposes comme solution alternative au système? Je voulais juste que on zoome bien, je parle trop et pas assez, je vais te donner la parole, mais je voulais juste que, parce que tu n'expliques pas toujours le système, mais tu es plus branché valeurs, etc. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas de solution actuellement. Les Français n'ont pas trop de solutions. Donc tu es Non, mais sorti après. Oui, tu as une opinion peut-être par rapport à ce que je viens de c'est dire? bien ce que tu dis, hein, les rares fonds fermés que je connais, c'est ça. Je crois que les limites sont à 125 000 euros ou 250 000 euros selon les cas, quoi. Et là, effectivement, ils sont bons. Là, il n'y a pas de problème. Oui, oui, on trouve des bons produits pour la gestion de patrimoine. Bon, on a rencontré, tu m'as présenté des mecs, il y a des produits il y a des produits dans l'infrastructure mondiale qui crachent du 8-10%. Il y a donc des produits d'investissement qui financent. Il y a des produits qui financent de la dette. Il y a des marchés du rachat de dette, etc. Il y a des produits qui aident comment, pour les experts comptables, la grande transition Oui. qui achètent. Et voilà, il y a plein de produits comme ça, un peu plus financiers, mais financiers pratiques, qui crachent du 8-12%, qui font des bonnes performances. Mais l'investisseur lambda, dans ton cul, quoi. Pour résumer, c'est dans ton cul, quoi. Tu vas te taper le taux à 2% d'épargne de la caisse. Et puis sinon, tu vas faire ta perf du CAC qui fait zéro, quoi, grosso modo. Donc, Ouais, ouais, c'est les fonds small caps. En fonds small caps, ça, dans les fonds small caps fermés que je connais, c'est la limite est dans le meilleur des cas à 100 000. ouais. Tu as fait PEA, tu as commencé à PEA, et puis après, on est venu te voir. Bon, PEA, qu'est-ce que ça a donné en 2023? Alors PEA, ça a donné, j'ai deux portefeuilles en fait dans la lettre PEA, un portefeuille on va dire traditionnel, vraiment centré sur les valeurs françaises principalement, et puis un autre, après moi, j'ai eu envie d'aller voir plus loin sur tous les pays d'Europe, y compris la Pologne, donc d'élargir. Donc ça, j'appelle ça portefeuille offensif. Donc lui, le premier, il a gagné pour l'instant, et on doit être à peu près à plus 10% sur le portefeuille traditionnel, entre guillemets, valeur française. Et l'autre, il est à 14,5 à peu près, hein, Sur pour le 2023. moment. Alors, c'est 2023, il faut bien être conscient, ça a été une année catastrophique pour les Oui. small caps et un marché baissier majeur. Moi, je suis entièrement sur les small mid caps, donc c'était pas une bonne année, clairement. Mais bon, malgré tout, j'ai réussi quand même à m'en sortir plus ou moins. Mais je suis persuadé vraiment que dans les années qui viennent, les small caps vont vraiment marcher beaucoup plus fort. On voit, j'ai publié une vidéo récemment, la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne YouTube d'Esprit Argent. Je montre des ratios de valorisation de toutes sortes de small mid caps sur le très long terme et elles sont vraiment au plancher. Il y a des tas de small caps aujourd'hui qui sont au même ratio que leur point bas de la crise financière 2008-2009. C'est assez étonnant. Parce qu'on a l'impression qu'on est en sommet de cycle. Alors c'est vrai pour certains secteurs, c'est vrai pour le luxe, c'est vrai pour la tech, mais sur les small caps, sur une grosse partie des small caps, on est en bas de cycle, là, où on est proche d'un bas de cycle. Donc quand ça va se réveiller, parce qu'à un moment ça va se réveiller forcément, il y aura des surperformances importantes hein, sur plusieurs années. Ça. Alors, ça va se réveiller sûrement, c'est tout simplement parce qu'il y a des phénomènes de rotation des actifs et des Ouais. capitaux, ce qui fait que, inévitablement, via la rotation, on va passer de. En fait, il y a une lubie fanatique, non, c'est le mot, non, sur l'intelligence artificielle actuellement. Oui. Et donc, c'était comme il y avait sur le luxe avant, c'est ce qui a permis à Ouais, Bernard ouais. Arnault de devenir la première fortune mondiale pendant un certain temps devant Elon Musk. Et puis, il a quand même mangé moins 30 en quelques mois, moins 30% via le phénomène de rotation. Donc, toi, tu penses que via le phénomène de rotation, on va revaloriser les small caps. Oui. Ouais, c'est vrai. Une petite incertitude sur 2024 parce qu'on va avoir une récession. Donc voilà, mais voilà, je ne m'attends pas du tout à ce qu'on prenne un choc à la 2008 sur les small caps, hein. On va sans doute avoir un marché baissier, on va sans doute avoir une récession, je pense que c'est probable. Mais voilà, quand on a eu la récession au début des années 2000, le marché baissier de 2001-2002, les small caps value s'en sont très bien sortis. Donc je pense que
il y a de quoi faire. Et puis on pourra jouer sur, j'ai bien l'intention de jouer sur les deux tableaux. Quand la récession va arriver, j'aurai à la fois des placements small cap value et en même temps, je vais prendre des paris à la baisse sur les secteurs qui sont trop chers en ce moment, sur le Nasdaq 100, sur le luxe, sur le CAC 40 avec le luxe, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas, le moment n'est pas venu encore. Je pense pas que le retournement baissier soit pour, on va dire, dans les jours ou les semaines qui viennent. Alors, tu as dit aussi que tu as créé un deuxième portefeuille dans PEA pour aller sniffer un petit peu en dehors des frontières françaises des Oui. opportunités. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a une explosion de la qualité des outils statistiques gratuits depuis Mm. quelques années. On a une explosion de data, ce qui nous permet à tous de mieux comprendre la réalité économique et globale macro et financière. Et c'est avec ces outils-là que t'as commencé à chercher partout, à faire des screenings mondiaux. Ça a changé quand même ta vie d'investisseur comme Ah bon oui, nombre de oui, personnes. oui. Avant, faut comprendre que les data avant coûtaient une blinde. Ça coûtait, je sais plus, 3 5 000 dollars par mois d'abonnement. C'était des abonnements très chers. Aujourd'hui, quasiment gratuit, on a accès à des ressources financières Ah qui oui, sont oui. Mais extraordinaires. on même en totalement gratuit, hein, d'ailleurs, Ouais. j'en parle de formation, mais il y a des screeners déjà en version non payante qui tiennent la route, hein. On trouve des bonnes idées d'action value avec des screeners gratuits. Après, si on veut aller plus loin, bah, il faut payer un peu, mais bon, Ça reste avec raisonnable. Les ah oui, abonnements sont raisonnables, quoi. et, entre 10 et 30 dollars par mois ou 10 et 30 euros par mois, selon ce qu'on choisit. Mais c'est pas, ah ouais, ça va, c'est à la Donc, portée de n'importe quel c'est ce investisseur qui fait que tu as particulier. pris ton envol vers la zone internationale avec l'apparition de ces outils hein, depuis quelques années. Et puis Et du coup, aussi, la progression des outils de traduction aussi, quoi. Il y a 10 ans ou 15 ans, j'aurais peut-être pas pu aller sur des valeurs polonaises parce que j'aurais été complètement incapable de lire les rapports. J'aime bien quand même, au-delà des chiffres, j'aime bien voir les rapports d'activité des entreprises, voir ce qu'elles font, comprendre un peu plus. Et maintenant, on peut, quoi. Je peux aller sur des valeurs polonaises, je peux même aller sur des valeurs japonaises. Il y a c'est la traduction, c'est pas mal, quoi. c'est- C'est vraiment. souvent les gens se plaignent quand je publie des contenus parce que je suis 100% anglais et donc j'ai tendance à être très anglo-saxon dans la publication des revues. Puis on me dit ouais, mais je comprends rien. Je comprends pas pourquoi les gens n'intègrent pas plus souvent les traducteurs. C'est Oui. invraisemblable la qualité. Aujourd'hui, à 95%, Oui. n'importe quelle langue de la planète, c'est fou, quoi. C'est fou, on peut accéder vraiment à n'importe quelle connaissance sans même parler les langues. C'est fantastique, quoi. Bon, ça Ouais, c'est développe ça. et tu disais aussi tout à l'heure, tu as petit à petit développé cette offre PEA qui est ton navire amiral depuis 10 12 ans, 15 ans, je sais plus quand est-ce que tu as démarré. Et tu as rajouté petit à petit application de contenu, parce qu'au début, on avait démarré avec. Alors déjà, on va quand même préciser, c'est dans ton PEA, tu as le PEA, c'est 135 euros, ce qui est un prix extrêmement bas. Et tu n'as pas arrêté de rajouter, enfin, rajouter les années. Au début, on a démarré il y a 10 ans, tu faisais un rapport mensuel sur ton PEA. Ouais. Et aujourd'hui, putain, et tu publies. Donc, je voudrais quand même que les gens prennent conscience que c'est pas que le rapport mensuel de tes positions. Bien sûr, tu as un système d'alerte quand tu prends une nouvelle position, quand on est ici ou quand tu revends, mais tu as rajouté plein de contenus intermédiaires. Oui. Donc, est-ce que tu peux expliquer tout le travail que tu Ouais. fais en Oui. plus de pouvoir faire 20 fois de suivre en te faisant 20 fois la mise, qu'est-ce que tu publies? Donc en fait, là, dans cette lettre, bon, il y a bien sûr les deux portefeuilles donc, que je propose. Je publie trois vidéos. Donc il y a une vidéo plutôt point sur l'économie, la macroéconomie. Donc on essaye de voir dans quelle position du cycle on se trouve. Est-ce que on va entrer en récession? Est-ce qu'on va en sortir? Est-ce qu'on est en sommet de cycle? Est-ce qu'on est dans une phase de croissance, etc. Donc là-dedans, j'aborde voilà, tout, à la fois les États-Unis, l'Europe, les marchés émergents. Ensuite, je fais un point sur les marchés. Alors, en général, donc je parle des actions, du pétrole, pétrole, or, et puis de l'euro, de la paire euro-dollar. Donc, je vois plusieurs actifs. Et ensuite, il y a une troisième vidéo qui est le reporting, l'actualité de tout ce qui se passe sur les sociétés des portefeuilles. Donc là, je fais un reporting quand elles publient des rapports trimestriels, des rapports semestriels, la situation graphique, les arbitrages que je peux faire. Donc j'explique pourquoi j'achète, pourquoi je vends telle valeur. Et après, j'aime bien aussi faire je rajoute une petite lettre, un PDF que j'appelle Actualité des small caps dans lequel je vais donner les dates à suivre sur les publications de small caps, celles qui ne sont pas forcément dans le portefeuille, mais que je suis quand même, ou les publications passées,
de valeurs qui ont publié des bons résultats, qui peuvent être intéressantes à acheter en complément. Donc, ça peut donner des idées d'investissement supplémentaires. Donc, là, c'est de l'analyse de publication. Et dans cette lettre, j'essaye de donner aussi tous les mois une ou deux idées d'investissement supplémentaires. Ou parfois, bah, je vais publier un dossier sur la lettre d'octobre, par exemple, j'ai publié un dossier sur toutes les solutions de placement monétaire. On va entrer en récession sans doute, bon, pas immédiatement, mais j'ai dit à mes abonnés, pensez voilà, d'ici le début de l'année prochaine à reconstituer des liquidités progressivement. Et pour pas que ces liquidités dorment, il y a des solutions de placement intéressantes en fait. En ce moment, super intéressant. Ouais, ça, il y a les six caves monétaires, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a d'autres choses. Donc, on peut faire des choses avec son cash qui sont mieux que le laisser dormir. Donc, je publie des petits dossiers de ce genre et puis j'essaye même en début d'année, au premier trimestre de chaque année, de publier un dossier bonus, donc avec une liste de valeurs supplémentaires dans lesquelles les abonnés pourront piocher s'ils ont envie d'avoir des valeurs supplémentaires en plus des portefeuilles. Mais il y en a déjà pas mal dans les portefeuilles. Donc voilà, donc en plus que dans le club des investisseurs, tu vas répondre une fois par trimestre aux questions qui pourront être posées. Donc ça fait quand même pas mal d'informations. Ce que je veux savoir, c'est pour un investisseur lambda, je sais pas, un salarié, ça prend combien de temps il faut quand même que tu précises que tu n'es pas un trader, donc tu détiens des positions pendant quelques trimestres ou quelques années, plus souvent Mm. quelques années que quelques trimestres. Donc une fois que la position est prise, ça vit, il n'y a plus rien à faire. Et le suivi de Mm. tes informations, c'est que quelques heures par mois, grosso modo. Oui, oui, La consommation de ton offre exige qu'une présence de quelques heures par mois. Donc c'est que tu oui, tout restes à fait. très très investisseur, tu n'es pas du tout chaque jour à faire Mm. des va-et-vient. Non, le travail, je vais le faire en amont, en fait, hein. Le travail de recherche, il se fait avant, et puis, mais ça, je le fais pour mes abonnés, donc eux, ils n'auront pas à le faire, hein, ce travail-là. Et ensuite, une fois que c'est fait, bon, bah, il suffit de suivre l'actualité des valeurs. Il y a pas beaucoup d'ordres par mois à passer. Hein. Alors, à côté du PEA, tu as les dividendes, les hauts dividendes. Alors, Oui. la rente est quelque chose qui fait toujours fantasmer les Français. Nous sommes un pays de rentiers, historiquement. Ça, on a ça Oui. dans le sang. Donc, aujourd'hui, avec la politique monétaire un peu hallucinante qu'il y a eu depuis 15 ans, la rente était rare, pour le moins. C'était compliqué de mettre en place une rente. En plus, la rente est taxée. Parce que le système, les gens ne savent pas toujours ou n'ont pas toujours le temps de comprendre comment ça marche, mais il y a quand même une volonté politique en arrière-plan de favoriser la personne qui consomme et la personne qui entreprend et de, quelque part, de castrer et de collecter la personne qui touche une rente. Quelque part, Oui. toute la fiscalité est designée de manière à ce que la rente soit difficile et le comportement économiquement actif soit récompensé avec un allègement de la fiscalité. Donc, d'un côté, il y a un amour de la rente, mais de l'autre, quand on regarde la situation pour la mettre en place, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui en France avec le poids de la fiscalité. Par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, ils ont mis un prélèvement à la source sur les dividendes de 30%. Alors, je crois qu'il y a un traité de non-double imposition entre la France et les États-Unis. Mais en tout cas, moi, au Panama, si je touche un dividende américain, je prends moins 30 dans ma tête immédiat. Donc, il y a D'accord. clairement Oui. mondialement une volonté de limiter la rente, alors que la rente, bah, c'est cool parce qu'après, on branle que dalle. Donc, donc ils ont décidé au-dessus qu'on n'avait pas le droit de rien branler. Donc, comment tu t'en sors cette année dans ta lettre au rendement et dividendes? Alors cette année, les performances n'ont pas été, en fait, j'étais pénalisé par plus dans ce secteur, j'étais pénalisé par la baisse des small caps. Donc pour l'instant, cette année, on n'a gagné que 3%. Bon, depuis la création, il y a quelques années, on est quand même à presque plus 70%, hein, donc ça, c'est pas si mal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, par contre, c'est que les valeurs qui sont dans le portefeuille, elles servent pratiquement toutes une rente supérieure à 7%. Donc les dividendes y tombent régulièrement. La valorisation des actions peut varier, mais c'est des valeurs qui sont vraiment en mesure de verser des dividendes sur le long terme. Il y a des concessions autoroutières, il y a des foncières qui versent des dividendes chaque année qui ne sont pas trop endettées, des pétrolières ultra décotées aussi. Donc ça, ceux qui veulent des dividendes réguliers, ils les auront, hein, il y a pas de souci. C'est toujours mieux qu'une obligation de toucher les dividendes. Oui, Euh, Moi, on m'a posé une question sur l'université investisseur récemment qui m'a fait énormément réfléchir. C'est justement sur les obligations.
net d'inflation sur le long terme. Et je me suis aperçu que la qualité de la signature fait que le rendement est bas. Et quand on voit les niveaux d'inflation, donc j'avais fait une étude sur 150 ans, on s'aperçoit que c'est compliqué, extrêmement compliqué et extrêmement rare dans l'histoire qu'un investisseur touche à un rendement net d'inflation via l'obligation. Donc il faut quand même leur dire ton travail. Parce que les gérants de patrimoine et les gérants de fortune ont l'habitude de ventiler. Alors, ils ont des ratios. Alors, généralement, c'est le portefeuille 60-40, 60% actions, 40% obligations. Ils ont l'habitude de se dire, du simple fait que depuis 40 ans, on était en désinflation et qu'une baisse continue des taux d'intérêt à long terme, ils ont l'habitude de dire, voilà, on va mixer votre patrimoine entre actions et obligations parce que quand il y aura un problème sur les actions, les obligations compenseront, etc., etc. Et puis en fait, aujourd'hui, ben, on est tombé en bas de cycle avec des taux à zéro. Et en fait, ça marche plus du tout. Depuis 2-3 ans, ils échouent massivement. Ils ont même, certains sont en perte. Et donc, le fait est que si je peux valoriser ton travail, c'est qu'il n'existe aucun autre moyen de toucher une rente que aller sur les actions. Net d'inflation. En ce moment, surtout en ce moment, parce que ça aurait pas été ce que tu dis, par exemple, dans les débuts des années 2000, c'était pas vrai parce que les marchés étaient tellement chers qu'on n'avait Oui, plus de rendement même sur les actions. Mais là, oui. Oui, par sur les moment, il n'y a sur, pas du tout, tu as raison de ouais, préciser, par moment, il n'y a pas du tout ouais, de solution. ouais, Par c'est moment, ça. c'est les obliques comme au début des années 80, ou alors par moment, c'est les actions. Mais effectivement, il existe des périodes où il n'y a pas du tout de solution. Mais là, bon, dans le portefeuille, j'ai des valeurs qui sont tellement bradées qu'on a des rendements supérieurs. J'ai des actions qui font plus de 10% de rendement et qui ne distribuent qu'un tiers de leurs résultats. C'est-à-dire qu'elles ont une capacité d'augmenter encore considérablement leurs dividendes. Elles ont zéro dette, elles distribuent un tiers de leur cash flow, elles font plus de 10% de rendement. Donc ça, c'est quand même intéressant. On trouve des choses comme ça aujourd'hui sur le marché. Ouais. Donc, pour s'exposer à cette notion de rente, tu as cette lettre rendement qui, moi, me fascine parce que c'est pas facile, encore une fois, comme exercice que tu fais. Il y a un gros travail d'analyse quand même pour aller extraire dans. Tu suis, il y a, dans les outils que tu utilises, là, quand tu rentres, tu mets combien de valeurs? T'en as combien en début de scanning? T'en as quoi? 5 000, 10 000, 15 000? Oui, en début, en général, je regarde pas trop le marché américain en ce moment parce que il est trop cher, donc on va trouver des résultats de mauvaise qualité. Ça pourra changer, hein, je pourrais m'y intéresser après. Donc je vais scanner essentiellement le marché européen, le Japon, Singapour, Hong Kong un petit peu, mais il y a un risque Ça fait, géopolitique évidemment, et le on parle de, Canada aussi, les on parle valeurs de au Canada. on parle de combien de titres au départ? Ah, il doit bien y avoir au moins 10. Le screener, au départ, il a un univers à plus de 10 000 titres, hein. Ouais, voilà. Donc Ok. après, je screen, ça va me ressortir peut-être 50, 60 valeurs à chaque fois. Et après, je vais étudier manuellement les 50, 60, Et au parce final, il y en a que combien? au final, bon, une quinzaine. Voilà. Donc à peu près un du mille ou deux du mille. Donc on voit le niveau d'extraction que tu fais, le travail d'analyse et d'extraction que tu fais pour obtenir une promesse de, ben, on peut aujourd'hui bâtir une rente sur les actions qui a des perspectives, même vis-à-vis du combat avec l'inflation. C'est clair que tu arrives à faire ce travail, mais je vais à nouveau valoriser ton travail parce que j'y crois fondamentalement. Je veux juste que les gens se rendent compte du game, quoi, parce qu'ils n'ont pas le temps de piger ce que tu fais, mais on est sur de l'ordre de un du 1000, 0,1 pour 1000 en termes de- d'extraction et de pari et de prise de position. Donc c'est un travail artistique, non, de luxe. C'est un vrai travail, c'est un énorme travail de sélection, un énorme travail que tu fais. Non, Voilà. c'est ce qu'il y a là Orfèvre, où oh, ouais, travail d'orfèvre, je cherchais le mot, orfèvre, ce qui a le de la plus haute couture, ça y est, je l'ai, de la haute couture que tu nous fais. Tu nous tricotes de la haute couture pour la rente. Mais c'est vrai. Ce qui a très bien marché cette année dans le portefeuille rendement, c'est évidemment ces valeurs pétrolières, un petit peu les concessions routières. Ce qui a baissé, c'est les foncières, parce que bon, bah, toutes les foncières se font massacrer sans distinction, même celles qui sont de bonne qualité. Mais bon, elles continuent à donner du rendement. Donc en ce moment, elles sont pas chères. Donc je pense que ça reste le moment de. Si on fait attention à ce qu'elles soient pas endettées ou peu endettées, ça va, il n'y a pas de souci. Et que les valeurs asiatiques aussi, sur Singapour, il y a eu un marché baissier assez significatif.
Donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais Singapour, et aujourd'hui, quand on regarde les ratios historiques de valorisation des small caps singapouriennes, là aussi, on est historiquement bas sur plus de 30 ans, quoi. Très bien. Et alors là, le sujet, là où nous débattons en privé, Oui. le futur collectif, l'effondrement ou pas effondrement. Donc, tu as Oui. une troisième lettre qui s'appelle Euh, anti-effondrement. Et là, on aime bien s'étriper un petit peu en private sur WhatsApp parce on n'a pas la même vision de la marche du monde. Par contre, tu as une offre. On est à peu près d'accord sur le fait ouais. la conclusion finale, c'est qu'on va assister de notre vivant à une porte dans la gueule, enfin, une modification système, on va dire, parce que ça paraît inévitable dans la situation actuelle. Donc, moi, j'ai mes listes, enfin, j'ai mes raisons, donc je peux les citer. Bah, la possibilité de monter les taux en Europe, pas de croissance, hyper-endettement, la démographie la structure de la démographie qui permet plus, la proposition socialiste qui permet de financer bah, les retraites par les jeunes arrivants, tout est déséquilibré. Il y a l'intelligence artificielle qui va foutre le bordel sur le marché du travail, probablement massivement, etc. Donc moi, et puis les guerres de religion qui me paraissent être de plus en plus inévitables. Mais voilà. Donc tu n'as pas toujours les mêmes visions politiques que moi. Mais par contre, tu penses que quand même il y a un risque assez important de système. Et donc tu as bâti une troisième offre destinée aux épargnants qui ont un peu peur justement de ce reset. Ah oui, puis j'ai une lubie, c'est le reset monétaire que tu ne partages pas toujours. Et donc, toi, tu as bâti quand même un portefeuille pour dire quand même, il y a clairement un risque système. Et que faire quand on est épargnant et qu'on veut, bah, au moins, comme on ne sait pas ce qui va sortir au chapeau dans le futur, voilà, tu as le PEA, tu as la rente, et puis après, tu as le danger par rapport au système qui arrive en bout de piste, qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette offre-là, tu l'as lancée récemment, elle a 2 ans, non? Si je ne sais plus, je suis Alzheimer. Elle a, oui, oui, elle a à peu près 2 ans, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a donné, cette offre-là? Alors, ce lap sur, on va dire, les 13, le dernier pointage j'avais fait sur 13-14 mois, on doit être à plus 15%, et depuis la création, on est à plus 70%. Ah, ça, En 2 ans, donc, un petit peu plus que 2 ans, hein, quand même. Non, non, on va dire 3 ans. en 3 ans. 3 ans. Euh, Je vais t'interroger sur c'est quoi ta vision du futur? Parce que aussi, et il y a aussi un truc auquel alors, il y a beaucoup d'échanges sur le net pour tout le monde. Il y en a qui pensent que la France va s'effondrer demain, mais ça fait 10 ans que ça dure qu'ils pensent à s'effondrer demain. Si tu devais avoir un horizon, tu te dis, bon, plus ou moins, Non, tu mais, t'attends. Attends bon, un problème. À quel ouais. horizon tu t'attends à un problème? Voilà, moi je m'attends pas à un scénario d'effondrement brutal, de grand reset. Voilà, on se réveille un beau jour. Je crois beaucoup plus à une lente dégradation, stratégie du voleur chinois, c'est-à-dire une lente collectivisation, petite étape par petite étape, avec tous les hystériques du climat qui veulent de la décroissance, avec ouais, il y a des tas de une population qui a peur, on l'a vu, qui a approuvé les confinements, etc. Donc, qui a peur du moindre danger, qui va avoir peur de 2 degrés de plus, de ci, de ça. Donc, quand une population a peur comme ça de prendre des risques, elle va vers le collectivisme. Malheureusement. Alors, à un moment, il y aura un réveil parce que les choses iront mal. Donc, c'est cyclique, hein, évidemment. Les choses se dégradent, se collectivisent de plus en plus. Puis après, les gens en ont marre, ils n'ont plus rien à perdre. Et là, ça repart dans le bon sens. Mais je pense que dans les 10-15 ans qui viennent, ça va plutôt être une lente dégradation. Et puis la question est de savoir jusqu'à quel niveau on va supporter ça. Ou dire stop, quoi. Donc Euh, c'est là où on se rejoint, c'est qu'on va vers un clash social. Parce qu'il y a des gens ouais. qui supportent le collectivisme, et puis il y a des gens effectivement qui finissent par péter des durites. À un Et certain point, ouais. À un moment, les gens ne l'acceptent plus. C'est sûr que quand ça va, quand ils sont, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les choses ne vont pas encore trop mal. C'est-à-dire, il y a encore une majorité qui se disent, qui n'osent pas lancer de gros changements, qui votent toujours pour les mêmes partis, pour les mêmes courants politiques qui font la même politique depuis des décennies, parce qu'elles disent, ah, si on vote pour un changement un petit peu plus radical, on a peur de perdre quelque chose. Donc voilà. Mais les choses iront suffisamment mal, bon, bah, ils se diront, bon, finalement, on n'a pas grand-chose à perdre, donc on y va, on tente. Et là, ça ira peut-être dans le bon sens. Mais en attendant, il faut que ça se dégrade plus, je pense. voilà. Et donc tu penses comme moi que la tendance se dégrade et non pas Ouais. s'améliore.
Ah non, non, et ça va pas s'améliorer. Tu penses pas que ça va ah non, s'améliorer? il suffit de voir, d'extrapoler les tendances qu'on a depuis 15-20 ans, hein, l'endettement croissant, la collectivisation croissante, clairement, la liberté d'expression qui diminue quand même, hein, c'est partout la bien-pensance, la même, voilà, donc Puis c'est non, mais le niveau d'inflation et d'impôts, parce qu'en fait, les niveaux d'impôts sont quand même très très élevés, et quand l'inflation galope plus vite que la progression des salaires ou le rendement de l'épargne, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une dégradation généralisée du pouvoir d'achat réel. Et donc ça, les gens, enfin, je pense que tout le monde a pris conscience avec la bouffe, qui en plus qui est toujours en termes d'inflation à autour de 10% par an. Donc des familles qui ont deux, trois enfants avec des salaires normaux qui ne progressent pas, la ponction de pouvoir d'achat est assez violente, quoi, depuis 2 ans. Alors, je voulais parler aussi d'un autre domaine. Là, on va revenir à la finance, au placement. Ben, l'actif principal de l'immense majorité des Français, c'est-à-dire l'immobilier physique. Là, on a typiquement, on voit la lente dégradation opérer. C'est-à-dire que les gouvernements, ils vous mettent voilà, ils mettent des normes de plus en plus restrictives, les RTE, donc les propriétaires sont obligés de faire des travaux de plus en plus coûteux pour, s'ils veulent continuer à pouvoir louer leur logement. Après, le gouvernement leur interdit de réévaluer les loyers. Ouais. On met les taxes foncières augmentent progressivement parce que bon, on explique que la résidence principale, ça devient de plus en plus mal vu presque d'être propriétaire. N'en parlons pas si en plus on a une maison individuelle. Alors là, c'est carrément anti-écologique, c'est catastrophique. Donc là, on va taxer encore plus. Donc c'est ça qui risque d'arriver. C'est-à-dire que sur le papier, ben voilà, on pourra rester propriétaire. Oui, oui, vous pouvez acheter ce que vous voulez, où vous voulez, vous êtes libre. Mais dans la pratique, non. Dans la pratique, on va imposer de telles contraintes que ça va être de plus en plus un calvaire d'être propriétaire d'immobilier physique en France. Ça, c'est la réalité, c'est la tendance qu'on voit depuis 15 ans et je pense que ça va continuer. Donc, dans ce cadre-là, ben, c'est bien d'avoir des actifs qui soient déplaçables et qui soient décorrélés de ce que j'ai voulu faire. En fait, c'est proposer aux abonnés une solution pour être décorrélés de cette Europe-là qui va pas dans le bon sens, quoi. Donc, Alors, en détail, tu as ciblé des secteurs auxquels tu oui, crois, plus des pays auxquels tu crois. Tu as ouais. ventilé une approche différente, justement décorrélée. C'est ça. Donc voilà, pour être décorrélé, eh ben, il faut aller sur des pays émergents. Donc là, dans ce portefeuille, je vais privilégier la zone Asie quand même, parce qu'on veut être décorrélé de l'Europe. Donc je- pas trop de valeurs chinoises, hongkongaises à cause du risque géopolitique, mais il y a beaucoup de choses sur Singapour et le Japon, les small caps japonaises, qui vont être indirectement exposées au marché chinois, mais sans le risque géopolitique. Singapour, c'est pareil. Puis là, on trouve de bonnes opportunités. On trouve vraiment voilà, les small caps japonais, c'est le plus gros réservoir mondial d'opportunités de value, de valeur ultra décotée au monde, quoi. Là, il y a pas photo. Bah, tout simplement parce que Yes. en fait, les cycles généralement global macro sur les marchés, c'est entre 35 et 40 ans, et que le dernier plus haut au Japon, c'était en 1989, donc on est Oui, en 2023, et donc on arrive à 40-45 ans de... Le Japon, il a explosé avant nous, quelque part, la porte dans la gueule, il l'a pris en 1990, et donc depuis 40 ans, bah, la bulle, c'est un peu comme le Venezuela, ici où je me trouve au moment où je fais cette interview, mais c'est des pays qui sont intéressants parce qu'ils sont pas dans le move, dans le même cycle et dans le même mouvement que les Occidentaux. Et donc le Japon, il faut quand même dire que ça fait 44 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau plus haut sur le Nikkei. Donc c'est normal que ça devienne, que ça soit ultra bas en termes de valorisation, parce qu'il y a eu comme il y a rien eu en fait. Il n'y a pas eu de, ce que je veux dire, qu'il n'y a pas eu de gonflement de la valeur des actifs au Japon depuis 40 ans, quoi. ouais, et après, il y a un autre phénomène, je pense que tu connais aussi, tu connais l'Asie, hein, tu as passé beaucoup de temps là-bas, c'est la culture asiatique. Les Asiatiques Sous le tapis. sont Les problèmes sous le tapis. Ils n'existent pas, ils non, sont mais sous le tapis, on ne les ils voit aiment pas. c'est pas ce que je veux dire, c'est des personnes souvent qui ne sortiront pas d'eux-mêmes des sentiers battus. Ils sont assez collectivistes Ouais, dans leur façon ouais. de procéder. Donc, ce qui se passe, c'est au Japon, bah, les investisseurs japonais, ça se traduit par on va sur le Nikkei 225, voilà, on va sur 200 valeurs et surtout on va pas voir ailleurs parce qu'ailleurs c'est l'inconnu. Donc, l'inconnu, en Asie, ça fait très peur, c'est pas bon.
Donc les small caps, elles sont complètement ignorées. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Europe, on va trouver des analystes sur pratiquement toutes les valeurs. Au Japon, non, il y a peut-être trois quarts des valeurs qui ne sont suivies par personne. Donc ces valeurs, bah, elles accumulent de la décote à un moment, Avec les années qui passent, de avec délaissement, les parce années qu'on qui parle passent, à un moment, d'années et de d'années. ça devient tellement extrême que boum, ça se réveille. Donc là, il y a des grosses opportunités comme ça. Il faut dire aussi qu'au Japon, c'est un marché spécial parce que la Banque centrale du Japon, déjà, comment dire, je l'ai publié récemment, mais il y avait un déficit commercial pour la première fois sur 70 ans. Donc, ils ont dévalué le yen de 33% via une politique monétaire totalement destructive. Et Oui, par ailleurs, ils ont donc bousillé leur marché obligataire, puisque maintenant, il n'y a quasiment plus aucune oui, ça. transaction privée sur le marché obligataire de la dette de Ouais. l'État du Japon. Et ils sont considérés comme la Banque du Japon comme le premier intervenant sur le marché des actions, sur le Nikkei de Oui. 225. Ils représentent par moment dans les ETF, on s'est aperçu, parce que ça a été fini par être publié, qu'ils représentaient 70% des volumes Oui. d'achat du Nikkei. Donc effectivement, on pourrait résumer ta conversation en disant qu'en fait, la Banque du Japon, centrale du Japon, n'a pas l'air d'être intéressée par ces small caps. Elle préfère ces big caps et les sponsoriser. Et donc, du coup, on est un peu dans un marché un peu lunaire à l'asiatique. On a des trucs qui ne sont pas très, on va dire, orthodoxes par rapport à la finance qu'on connaît en Occident. On est dans un univers parallèle. J'exagère pas. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, il y a des valeurs en pleine santé qui capitalisent moins que leur trésorerie nette, voilà, qui sont en croissance, qui n'ont aucun problème. Bon, c'est Donc, pour bizarre. parquer son argent de manière, comment dire, c'est toujours pareil quand on est, par exemple, puisque l'obligataire ne permet pas de couvrir déjà le risque inflationniste à long terme et puis en même temps d'obtenir une rente, on est obligé d'aller chercher du risque action, du risque entreprise. Et donc, le Japon étant lunaire, tu as estimé que c'était un moyen intéressant pour parquer une partie de ses actifs financiers que d'aller vers des ratios qui sont tellement lunaire qu'au final, la notion de risque est minimalisée. Et donc, pour un investisseur, même français, parce que tu te rends compte, un Ouais. investisseur français, elle a acheté les small cap du Japon avec une langue en hiéroglyphe et des mecs barrés. Moi, j'adore le Japon, mais je trouve que la France et le Japon, d'ailleurs, marchent bien ensemble dans le genre assez déconnecté de l'humanité. Mais voilà, tu as estimé que c'était un bon moyen de décorréler du risque européen anti-effondrement, ces espèces de small cap, dans un univers, encore une fois, un peu parallèle, économique et financier. Ouais. Oui, et puis après, il y a Singapour et un petit peu la place de Hong Kong. Alors, il y aurait d'autres pays, hein. J'aimerais bien aller investir sur les actions vietnamiennes, mais en tant qu'investisseur européen, ce sont des marchés auxquels on n'a pas accès. Même la Corée du Sud, dans lesquels il y a des bonnes valeurs. Ça, c'est une question qui C'est... revient souvent, justement, que je te coupe à Oui. nouveau, désolé, mais ça, c'est une question qui nous est posée quand même par email pour toi et pour moi assez Mm. régulièrement. C'est comment faire pour accéder à tout cet univers d'investissement dont tu parles, parce que on comprend bien que ça t'offre des solutions, mais à un moment, il faut passer des ordres et ça bloque les gens. Oui. Parce que De Giro, Boursorama, ça, est-ce qu'ils donnent accès ou il faut passer obligatoirement Ah, par Interactive Brokers? Boursorama, non, mais Bon, ça a coupé, bon. t'as dit quoi? Tu as dit? Non, Boursorama, non, pour Ouais. les actions asiatiques. Alors, bon, ce que je pourrais dire, ceux qui veulent aller au plus simple, qui n'ont pas envie de faire des formalités, déclarer un compte étranger, voilà, et il faut aller sur Saxo Bank, parce que c'est pratiquement le seul broker français enfin, qui a une filiale, c'est pas un broker français, mais il a une filiale française, donc il va fournir les imprimés fiscaux français, donc vous n'avez rien à déclarer, c'est comme si vous étiez chez Boursorama, chez Bourse Direct, mais vous avez accès avec ça aux actions japonaises, aux actions asiatiques. Donc ça, c'est le plus simple. Et après, on a bien sûr De Giro ou Interactive Broker, ils sont moins chers, ils sont sans doute un petit peu plus performants, mais ils sont plus complexes aussi à manipuler. Mais enfin, on a accès avec ces brokers-là, Alors, ça y a parce que le mot complexe, ouais, je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont faire bip 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 bip. Ça veut dire quoi, complexe pour toi? En tant que. Non, non, ça a rien ça a rien d'extraordinaire, mais il y a, par rapport à la fiscalité française, il y aura une déclaration chaque année à faire. Ils fournissent des récapitulatifs globaux, mais ils fournissent pas l'imprimé tout prêt que fournissent les brokers français, par exemple. Donc, il y a un petit travail supplémentaire à ce niveau-là. Après, l'interface de passage d'ordre de Giro ou d'Interactive Broker, elle est tout à fait simple, hein, c'est pas, euh, mais ça va, mais Ok. Saxo Bank est un petit peu plus simple par rapport aux formalités administratives et fiscales. Ok. Bon, bah là, je C'est- pense qu'on a un bon aperçu de ce qu'on a voulu faire cette Alors année. ça, ouais, alors juste Charles, je voulais dire, Oui. bon, ça c'est un
sein du portefeuille anti-effondrement. Et l'autre axe pour se décorréler que j'ai choisi, c'est l'énergie, bien sûr. Donc, dans le portefeuille anti-effondrement, il y a une grosse poche aussi énergie, matières premières, un petit peu or, pas énormément. Euh, Parce que pour l'instant, les mines d'or sont assez dangereuses, à part une valeur excellente que je connais, mais sinon, beaucoup d'actions du secteur pétrole-gaz et matières premières quand Je l'occasion pense, oui, se... qu'on va faire une vidéo spéciale. Tu sais que ça fait un mois D'accord. déjà que je te l'ai demandé parce que moi, je Ouais. voudrais avoir cette conversation avec toi et publiquement parce que cette histoire d'énergie est claire. Donc, je pense qu'on va séparer le sujet. On va se donner rendez-vous Oui, bah, ok. peut-être la semaine prochaine pour faire sur l'énergie. Ça m'intéresse tout particulièrement de discuter d'énergie avec toi, comme tu le sais en privé déjà. Donc, voilà. On va laisser le sujet de côté, qui est un gros, gros, gros sujet et Oui, super oui. intéressant. En plus, on a la même conviction sur le fond. Ça, Oui, on sera pas obligé de parler, on sera pas obligé de débattre cette fois-ci, oui, on on sera sera d'accord. totalement d'accord. Alors voilà, donc je pense que dans cette sainteté, les gens peuvent mieux mesurer ce qu'on a voulu faire par rapport à ton travail. Euh, Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que euh, le- il y a deux manières de faire dans la vie. Il y a soit en fait on se forme soi-même, on décide par soi-même, ou alors soit on sous-traite à d'autres le fait de faire tout ce travail que tu viens de décrire et puis on les suit plus ou moins aveuglément. Donc là, ça devient plus un service. Euh, Oui, et comment dire? C'est extrêmement lourd parce que je ne sais pas si les personnes se rendent compte, ça fait quoi, 20 ans, 25 ans? Tu as commencé, je ne sais pas combien de temps tu as commencé à étudier la finance. En fait, tu arrives, tu as le même âge que moi, la même année. Je trouve que tu arrives vraiment en produit mature, tu arrives au sommet de ce que tu peux délivrer, tu délivres de la bombe. Mais si, le faire par soi-même, en fait, parce que les prix que tu demandes, hein, on va quand même le rappeler, c'est 80 à 135 balles par an. Donc on est sur une base de 7 à 12 euros par mois, si je ne me trompe pas. oui, Donc tu demandes très peu, tu délivres pour oui, moi beaucoup. Tu délivres la qualité et surtout de la stabilité dans le temps. oui, Il faut quand même se rendre compte que c'est des décennies maintenant de réflexion, d'observation, d'exécution, d'apprentissage qui sont concentrés comme ça sur ces trois offres, cette manière de dispatcher. Et donc aujourd'hui, l'étape, c'est de réunir une communauté au sein d'un groupe comme ça, autour de toi, autour de ce côté. Et donc, il s'appelle le Club des investisseurs qu'on a créé, mais je pense que ça va. euh, les gens, le profil des gens qui vont être, c'est pas des chercheurs, c'est pas des gens qui sont dans l'apprentissage, c'est juste des gens qui, pour moi, veulent un résultat en fait, qui veulent obtenir, qu'on les emmerde. Avoir du fric, c'est les emmerde. Quelque part, à certains montants, c'est une source. Parce que, en fait, je sais comment je vais te présenter. Aujourd'hui, gagner de l'argent via le business, via un héritage, via un salaire, via ce que vous voulez, ok, ça occupe l'esprit. Mais après, une fois qu'on a l'argent sur son compte, il y a d'autres nouvelles questions qui apparaissent. Quand on n'a pas de fric, en fait, on galope. Le monde nous fait galoper, il nous faut de l'argent, il nous faut, voilà. Mais une fois qu'on a du fric, le problème, c'est qu'il y a des obligations qui naissent. Parce que d'un coup, on voit son capital qui sert à rien et on se dit, putain, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et alors là, bah, soit on se forme, soit on va voir un mec comme toi en disant, bah vas-y, ou un gestionnaire, mais on l'a vu, les gros, les banques et puis les gestions pro sont pas forcément équipés. Mais si on se dit, qu'est-ce que je fais? Soit je le fais par moi-même, soit je sous-traite. Et c'est des obligations. Et à un moment, sinon, la société le reprend via l'inflation, via les mécanismes d'impôt, et on se refait collecter. Donc, je veux dire, c'est un peu un système, hein, pour moi, je trouve aberrant. On se lève le matin, on va bosser, on accumule du fric pour se rassurer quelque part, parce qu'on a tous peur du futur. C'est une réserve de pouvoir d'achat, le capital. Puis on arrive une fois qu'on l'a, enfin, pour une grande majorité, ils l'ont jamais, donc ils sont dans l'angoisse de la survie matérielle du matin au soir. Pour la minorité qui arrive à obtenir ce capital, tout d'un coup, ils se lèvent le matin et se disent, merde, si je bouge pas, on va me le reprendre, quoi. Et donc les solutions que tu proposes, c'est justement une fois qu'on a passé le cap de ces actifs financiers, d'avoir une sécurité pour le futur, bah, c'est un job en fait. C'est un job que de la défendre contre le système, de la maintenir en place et puis éventuellement de la développer. Et c'est ce que tu es en fait, c'est ce que tu fais. Et donc ce club des investisseurs, c'est un peu un service par rapport à ça, par rapport aux obligations qu'on a une fois qu'on a de l'argent. Moi, c'est comme ça que je vois ton offre en tout cas. Je ne sais pas comment tu la vois, mais moi, c'est comme ça que je la vois. Le service que tu rends aux gens, en fait, il est là. oui, puis après, dans les mails que je recevais d'abonnés, il y avait une demande pour un groupe d'échange aussi. Donc,
pense que c'est important. À mon niveau, ça m'intéresse aussi parce que il y aura peut-être des bonnes idées à prendre. Je regarderai, hein, je pourrais pas répondre évidemment à Ah tous bah les 800 messages. personnes, ouais, ça va vite, C'est hein. impossible. Mais bon, une fois par trimestre, bien sûr, on le fera. Mais je lirai hein, avec intérêt tous les échanges. Et moi, ça me permettra de mieux connaître mes abonnés. Ça me permettra peut-être de voir quelles idées ils ont, ils peuvent avoir des choses intéressantes à apporter. Ça, c'est déjà arrivé hein, d'ailleurs, plein de fois, hein, que dans les mails que je reçois, j'ai des bonnes idées. Donc, ça sera enrichissant, c'est sûr, hein. Et après, dans le profil des abonnés aux différentes lettres, c'est assez diversifié. Il y a des personnes qui sont formées, qui ont vraiment les connaissances financières, d'autres non. Donc, bon, ça, ils pourront C'est assez partager. hétérogène. Ouais, ouais. C'est assez hétérogène. Alors, ne suivez quand même, ce que je pourrais dire aux abonnés, ne suivez jamais quelqu'un aveuglément sans rien comprendre. Ça, c'est pas bon parce que, tout simplement parce que c'est stressant, je pense. Ça peut être stressant si on a l'impression de rien comprendre. Donc, euh, et si quand même, bon, je pense que c'est une bonne chose d'avoir quelques petites notions de ratio financier, même très basiques. J'ai une formation qui s'appelle Conquérir la bourse, qui est à quelques dizaines d'euros, qui est très rapide. C'est largement suffisant. Ceux qui veulent démarrer en analyse financière, ils peuvent la prendre en plus, à moins 40%, elle va être je sais pas, elle va peut-être être à 40 euros ou même pas. Donc celle-là, elle peut être utile vraiment pour avoir les bases. Mais de toute façon, si dans les lettres, j'explique quand même mes choix. Je ne vais pas juste dire achetez ça, vendez ça. J'explique quel est l'intérêt de la valeur, pourquoi elle est pas chère, pourquoi je la prends. J'essaye toujours même si les lettres ne sont pas des formations, mais j'essaye quand même de passer des D'être notions de pédagogique. Rappelons quand même pédagogie. que j'ai été te sortir, t'extraire. Tu étais Oui, instituteur oui, à c'est ça. l'époque. Oui, J'avoue, je confesse, désolé, la France. J'ai enlevé un instituteur du système à l'époque, il y a 15 ans, 20 ans. oui, J'étais instituteur, donc tout le monde, les clients t'aiment bien parce ils te trouvent très pédagogique oui. par Ah rapport à la oui, c'est ça. complexité de la finance. Et moi, je connais pas mal de personnes qui te suivent et qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas envie de comprendre, en fait. Je pense qu'il y a pas mal de personnes quand même qui s'aperçoivent au bout d'un moment que c'est du tout ou rien la finance. C'est quand même un univers très complexe qui est extrêmement exigeant et à un moment, ils se disent, bon, bah, c'est bon, j'ai autre chose à foutre. Euh, Non, et puis après, même si on comprend, même si on connaît les ratios, ça reste un travail quand même significatif de chercher des valeurs après. Parce qu'une fois qu'on sait sélectionner des valeurs, il faut quand même ensuite, il y a les outils de screening, il y a quand même un travail. Donc c'est sûr que c'est un gros gain de temps. Si je le fais moi-même, c'est un gros gain de temps après, quoi, même si on tu, comprend. tu brasses énormément d'informations Mm, massivement et donc mm, tu arrives avec le produit fini en fait. C'est bien ça mm. que je veux montrer, Oui, c'est plus du service que tu fais. oui, C'est-à-dire que les personnes vont peut-être apprendre en te suivant, mais c'est vraiment pas dédié. C'est pas une offre qui est faite pour les gens qui veulent à terme devenir autonomes et prendre leurs propres décisions en oui, bourse. On est vraiment dans un autre univers qui est d'apporter une solution par rapport à qu'est-ce qu'on fait de son argent quand on a la chance d'avoir de l'argent et l'angoisse de le perdre. Parce qu'en fait, ce que j'essaie de dire, il y a pas mal de gens qui ont l'angoisse de perdre. Le problème, c'est quand on n'en a pas, bah, on est angoissé parce qu'on en veut, et quand on en a, bah, on a peur de le perdre. Donc, en fait, tu réponds. C'est mm, ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, je ramone là, mais euh, tu réponds à l'angoisse de perdre son argent. Tu as une mm. solution pour plutôt efficiente depuis longtemps pour éviter de le perdre, le conserver et le faire progresser. C'est ce que tu fais. Surtout le faire progresser, il ne faut pas se contenter de juste vouloir le conserver. Ouais, mais je dis ça parce qu'en fait, en permanence, que les gens ne maîtrisent pas trop l'inflation et la ponction inflationniste, avec la dévaluation de la monnaie un peu, ils voient leur salaire augmenter. Donc ils se disent, c'est bon, tout va bien, mon salaire augmente, alors que non, en fait, leur salaire est en train de diminuer sur leurs yeux sans qu'ils s'en aperçoivent. Et je parle souvent des épargnants en valeur réelle, et la plupart des épargnants en valeur réelle ne couvrent, ils perdent, ils s'appauvrissent parce que leur rendement est Oui, inférieur au niveau de l'inflation. On le sait, il y a des stats qui ont été publiés. Les oui, rendements des épargnants obtenus sur long terme, à 10 ans, 20 ans, sont, je ne sais plus, à 80 ou 90% inférieurs à l'inflation, donc ils sont en train de s'appauvrir sans le savoir. C'est pour ça que je dis, déjà, si on aide les clients qui souffraient à ton club oui. d'investisseurs à déjà conserver leur pouvoir d'achat réel stable, déjà, on fera mieux que 90% de ce qui se passe dans les faits, en fait. C'est ça que j'essaye de faire Mais voilà, comprendre.
que je veux dire aussi, tu vois, Charles, c'est faut pas, quand on est investisseur, quand on est épargnant, faut pas avoir dans la tête l'idée je veux juste conserver mon argent, parce que ça, c'est Ouais, le meilleur moyen de perdre. Quand on part dans l'idée ah, je veux juste conserver mon argent, donc je vais prendre des placements sans risque, bah, je vais aller sur des fonds en euros, je vais aller sur des monétaires, je vais aller sur de l'immobilier qui rapporte rien. Et puis là, on perd, parce qu'effectivement, tu as l'inflation, il y a des tas de choses qui peuvent arriver, des risques dont on n'est pas conscient. Et voilà. Et tandis que si on prend des risques calculés en se disant, ben non, moi, je veux gagner, et ben là, on se rend compte que finalement, si on prend les risques à bon escient, on perd, non seulement on perd pas, et on on progresse. conserve, mais on progresse après. Ça. Donc, il faut accepter un certain risque quand même. Ouais, la peur. La peur, tu Ouais. fais bien de la La souligner, peur c'est est que la beaucoup de gens ont très peur. mauvaise conseil. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'angoisse de perdre, parce qu'il y a non seulement il y a l'angoisse de perdre, de plus bénéficier dans le futur Oui. du niveau de pouvoir d'achat qu'on jouit là maintenant à l'instant T, mais en plus il y a la peur de perdre en tant qu'échec et en tant que ça, il y a des gens qui le vivent très mal, mais sans l'apprentissage de la gestion de la peur de la perte en fait, sans l'apprentissage de la gestion de la perte, les pertes sont inévitables. Il faut quand même que C'est les gens prennent conscience, pas, le mais il faut voir problème le big picture. c'est le problème numéro un de la société française, des sociétés européennes. 70 ans de calme, 70 ans de relative prospérité, de tranquillité. Bah, ça amène à des personnes qui n'ont jamais connu d'aléas significatifs dans leur vie. Donc, dès qu'elles sentent qu'un aléa pourrait arriver, tout de suite, il y a la peur qui s'installe. Tandis que des personnes qui ont vécu des conditions plus instables, des aléas, elles accepteront plus facilement le risque. Elles s'en sortiront mieux au final. Et ça, donc, il faut vraiment c'est- être conscient de ce problème-là qui nous affecte tous. Hein. Ouais. On est tous nés dans la même configuration, mais dans la vie, il faut accepter de prendre des risques calculés, quoi. Ça, Il y a un refus du risque actuellement. Et il y ouais. a aussi quelque chose qui revient dans les contacts que j'ai avec les clients, Ouais. c'est qu'il y a non seulement il y a un refus du risque, il y a donc un refus quelque part, non, une, une inaptitude à vivre la perte qui est vécue Oui. comme un déchirement, alors que la perte fait partie de l'existence. L'important, c'est que ça soit balancé avec des gains et qu'au bout d'un moment, ça soit positif. En fait, ce que tu fais, ton travail, c'est quand même jamais qu'une somme de gains et de pertes. Et puis à la fin, Oui. c'est plus que moins, mais c'est tout. Mais la perte est une partie Ah, il y en a. inhérente de Oui, process. Ben ouais, mais les gens, voilà. Et l'autre truc qui revient, ils me disent, bon, bah, comment on fait pour gagner tous les mois, quoi. Je sais pas si tu ah oui, l'as, ben, ça là, mais je ne sais pas faire. Tous les mois. donc, Ah, je vais te poser la question, quels critères de régularité des gains il faut regarder on en parlait la dernière fois ouais. et tu m'as demandé, moi par exemple, j'essaye de régler des stratégies à 18 mois. C'est-à-dire qu'une régularité des gains sur 18 mois, tu m'as dit, putain, comment tu regardes ce problème? Parce que le besoin, les gens espèrent ou attendent ou voilà, pensent que, mais c'est pas l'arrêté, mais cette- combien de temps tu estimes raisonnable, il est raisonnable dans le monde actuel, dans les marchés, dans toute la config. Combien de temps tu estimes que c'est raisonnable à partir du moment où on est en droit d'attendre des gains? Moi, je dirais ouais, un peu comme toi, hein, 1 à 2 ans. On va pas avoir les mêmes gains tous les intervalles de 1 à 2 ans, mais sur cet intervalle, on ne devrait pas avoir de pertes importantes quoi, sur une durée Ah, d'un à moi, 2 ans. sous 18 Ouais, mois, ouais, j'ai aucune stratégie qui passe. ouais. Il y a toujours un trou, Non, c'est pas- pour récupérer, j'ai jamais vu de stratégie durable à 18 mois, en dessous de 18 mois, un an et Il demi. faudrait vraiment être un dieu du timing, si on dit intervalle de 3 mois, être capable de prévoir à 3 mois près ou 2 mois près quand est-ce qu'un marché va se retourner une récession. Bon, les indicateurs de cycle économique, ils sont tous à 6 mois, 1 an, quoi. Donc, ouais, ouais, je pense que c'est le bon intervalle. Donc, il faut quand même avoir conscience de ce que ça signifie. Et donc, ton globe des investisseurs avec tes trois approches, être 18 mois sans gagner, c'est long. Alors, Mm. sur une carrière de vie où on a une carrière professionnelle de 40 ans, 18 mois. Tu te rends compte, ça fait un trentième, quoi. C'est long. Ouais. Faut se préparer. C'est pas un salaire. On va pas à la caisse d'épargne à la fin du mois. Oui, oui. C'est pas de l'obligataire. C'est pas du monétaire. Pour obtenir tous les bénéfices dont on a parlé depuis, je sais pas, 1 heure, il faut comprendre que le prix à payer, c'est qu'on peut être pendant 18 mois sans rien, avec zéro ou en perte. Ça t'est arrivé régulièrement dans ta Oui, oui. carrière. Pas non plus, ça va pas être du moins 40% non plus, hein, faut pas non plus dramatiser, mais on peut être en légère perte sur 18 mois, tout à fait. Oui, C'est quoi ça. légère perte? Parce que légère perte, c'est un peu subtil. Pour toi, c'est quoi Bon, légère perte? ouais, je dirais peut-être 5-10%, quoi. Tu descends pas plus bas que 5-10%?
sur une période de 18 mois, non, je pense pas. En même Vraiment, temps, ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu de trou on n'a pas eu de marché baissier depuis 15 ans. Là, on a un marché latéral baissier, en fait. On a baissé, puis après, on est en latéral, mais on n'a pas eu de marché baissier comme les années 2000 depuis 15 ans. encore que sur bon marché, moi je suis sur le marché des small caps, eh ben, Ouais, il y a eu du moins 30 moins 35, hein. C'est significatif, quoi. ouais. Le Ouais, mais 2 ans. t'as pas connu un moins 50 sur 3 ans, quoi, Ah comme on a non. eu deux fois. C'est Donc, sûr. dans ce cas de figure, il est probable que tu creuses un peu Je l'ai plus. connu en 2008, mais je l'avais anticipé, donc ça s'est très bien passé en 2008. Ouais. En 2008, j'ai rien perdu, j'ai même bien gagné, donc voilà, j'ai quand même les outils, hein, donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait vraiment se planter lourdement en timing sur 18 mois pour prendre du moins 40 moins 50. Non, mais un petit moins 20 quoi. Moins 20 moins 25 qui est quand Ouais. même une perte standard par rapport aux aléas des marchés. Sachant qu'à moins 25 tous les clients disjonctent, quoi. Ouais, moins 25, je me Moins 20. souviens pas d'avoir eu ça sur mon portefeuille. Moi, en tout cas, je sais pas comment faire à moins 20 sur 18 mois. Je n'ai jamais vu quelque chose statistiquement être fiable pour l'éviter, quoi. Ouais. Après, toi, tu as un travail t'es ce qu'on appelle un gérant discrétionnaire. Donc là, moi, je suis en train de comparer à l'univers statistique en automatique où il n'y a pas de travail Ouais. humain de décision. Mm. Mais en statistique, alors fiable, hein, c'est-à-dire sur des décennies, Ouais, ouais, etc., je vois pas on le sait. passer moins de moins 20% de pertes sur Mm. 18 mois. Quelqu'un qui vend une solution, parce qu'il faut quand même le dire aussi, il y a quand même pas mal de Mm. désinformation, parce que le nerf de la guerre pour les gens qui veulent placer l'argent, c'est cette question-là. Ils ont tellement peur de perdre aujourd'hui que c'est cette question, et qu'il faut quand même être réaliste. 18 mois et moins de moins 20% de pertes cumulées, c'est probable qu'il y ait une manipulation statistique d'optimisation et que ça ne soit pas très crédible pour la poursuite dans le futur. Ouais. Tu es d'accord avec ces chiffres? Oui, Même si tu, si c'est des stratégies globales sur indice, oui. Après, en discrétionnaire, on va en stock picking. En stock picking, c'est pareil. En fait, si on veut éviter les moins 20, on est obligé d'avoir un bon market timing. On est obligé d'anticiper les récessions sans être précis à 2 3 mois près. Ça, c'est pas OK. Mais au moins être précis à 6 8 mois, quoi. Voilà, ça. Donc, tu me tends la perche pour que je te mette une petite claque. Ouais. J'aurais mon Ouais. histoire, je conseille quand même de suivre aveuglément Loïc, même s'il dit qu'il ne faut pas le faire, parce qu'au moment où tu vas faire ton pari pour essayer de driver et éviter la récession, bah, si la personne ne croit pas en toi, elle risque de prendre la récession. Donc tu comprends bien que la confiance qu'il faut avoir Ouais. en toi doit être suffisamment élevée Oui. pour se dire, bon, bah, c'est lui ou moi, je vais faire confiance à Loïc, parce que quelque part, peut-être que je vais faire moins bien que lui, mais je veux dire, tu te rends pas compte, mais ta relation avec les clients, c'est soit on te fait confiance et on y va, ou alors, parce que tu vois que tu es en train de dire à peu près la même chose, c'est-à-dire si tu ne drives pas la récession avec des outils discrétionnaires, et puis bah, donc avec ta compétence non reproductible, puis tu peux te tromper, si tu fais pas ça, tu vas vers le moins 20 à 18 mois minimal quand il y a un trou. Donc, les clients doivent comprendre que quand ils s'inscrivent en club investisseur, quelque part, il y a un travail de confiance et de foi, quoi. Je veux dire, bon, ok, je fais confiance à ce mec. Tu ne mettez pas tout sur Loïc, mais par contre, il y a un moment, c'est un peu du tout ou rien, quoi. Il faut te faire confiance ou pas du tout, quoi. Oui, Sinon, la personne, c'est le problème, parce qu'on les connaît les comportements, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, Loïc, mais on les connaît les comportements. La personne va, si elle commence à filtrer tes opérations, elle va prendre celle-là, puis pas celle-là, et puis au bout d'un moment, bah, elle va prendre les mauvaises, et puis elle va rater les oui, bonnes, puis elle va dire Loïc, c'est de la merde, parce que tu oui, sais comment ça se passe, c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Le mec, comme il est ventilé par la peur et toi, tu es ventilé par le profit, bah, toi, tu vois ton truc, ton profil de risque global, mais la oui, personne consomme tes trucs. Oh, ça me fait peur. Alors, c'est là où il y a le pognon. Généralement, de toute façon, les marchés oui, récompensent toujours oui, ça se fait 30 ans que je fais de la bourse, c'est la règle. On gagne le plus d'argent quand ça fait le plus peur et que c'est le plus dur. Les positions les plus dures gagnent le plus et tout ce qui est le plus facile, ça gagne le moins, ce qui est normal puisque le marché oui, financier, c'est un arbitrage du risque. Donc les mecs, ils achètent le Cabali, puis ils se disent, ah ça, bon, ça c'est sûr, bah, 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 puis ça, celle-là, je le sens pas sur le, donc ils vont la rater, et puis le résultat, ça va niquer le profil global de résultat. Donc moi, c'est pour ça que je me permets quand même de zoomer en disant, réfléchissez sur votre niveau de confiance que vous pouvez avoir en Loïc, parce qu'à un moment, c'est du tout ou rien, en fait. Parce que ta logique de ventilation des risques,
Elle est globale. Il n'y a pas un petit bout et puis on enlève l'autre bout, quoi. Ça marche que si on prend le global, en fait. Tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais, ouais. Professeur, professeur, vous Bon, êtes d'accord avec? on peut adapter quand même, hein, il y a pas de... on peut adapter. Mais Mais c'est vrai que si sur les grandes orientations, je veux dire, le jour où je dis, bon, bah, il faut dégager maintenant 35% de liquidité dans le portefeuille, quand il y a des grandes orientations comme ça, je pense qu'on a intérêt à les suivre quand même. Ah, c'est sûr. c'est tout ce Ça, que je voulais juste apporter des outils pour pouvoir mieux te consommer parce qu'on commence à avoir une bonne expérience on a des milliers de clients en boutique sur Esprit Argent, donc on a la loi des grands nombres, on connaît aujourd'hui les comportements de masse, on les a tous, toi et moi, on les a vus. Et donc, à un moment, je voulais juste que les gens réfléchissent à la manière de te consommer pour tirer le meilleur de toi, en fait. bah, Parce et que après, bon, le risque, que si on sélectionne bien ces valeurs en stock picking, normalement, on arrive bien à le limiter aussi. Bon, il y a des outils quand on achète des valeurs très sous-évaluées qui capitalisent moins que leur trésorerie nette, moins que leur actif net liquide, qui sont bénéficiaires. Bon, elles ont des parachutes. C'est pareil, une valeur qui a 10% de rendement, elle a un parachute aussi contre la baisse. Donc tout ça, il y a quand même sur mais 18 mois, en tout cas, ça passe. Après, ponctuellement, sur 6 mois, oui, elles peuvent flancher au paroxysme d'un marché baissier. oui, mais Ça tu arrive. connais les gens, c'est-à-dire que comme c'est la peur qui drive tous les comportements en Oui. bourse pour la majorité, le mec va acheter une valeur. Il y a un petit trou Mm. supplémentaire. Il va dire, putain, c'est bon, je me suis trompé. Il panique au Oui. plus bas. Ils vont au plus bas, alors qu'en fait, c'est là où il y a le maximum de. Ah Tu oui. sais comme moi comment ça se passe, Oui. oui. Oui, c'est sûr. Je suis obligé d'émettre ces bémols parce qu'on les a vus, mais des centaines de fois. Mais Et puis la valeur qu'il aurait pu prendre à gauche que lui qui a consommé, qui a conseillé, mais que en fait celle-là il la sentait pas, bah elle est en train de monter. Donc le mec il se retrouve à vendre au plus bas. Alors tu n'as pas dit qu'il faut vendre au plus bas, toi, mais le mec il vend au plus bas. le Le gain qui aurait remède, compensé la perte, il n'est pas là. Et au final il dit ah, j'ai perdu, ça marche pas. C'est ça qui se bah, passe. le remède à ça, c'est là qu'on en revient à l'utilité d'avoir un petit peu de formation. Si on comprend les ratios, si on comprend la valeur, on sera moins émotif, on se dit, oh, ben, je sais ce que cette Tu, action vaut, je comprends ce que cette action vaut, donc ça va. Elle baisse de 20%, ah, c'est super, elle baisse de 20%, ça veut dire que je vais pouvoir en acheter moins cher, c'est génial, ouais. je suis Mais pas ça, sûr- c'est... ça je suis pas convaincu par ça. Les émotions humaines, je suis pas convaincu qu'avec la connaissance on Ah augmente le si, coût. ça aide, ça aide. On est beaucoup plus sécurisé. Moi, personnellement, on m'amène sur une valeur comme Tesla ou Nvidia, je serais totalement émotif parce que je suis pas capable d'évaluer. Là, c'est un pari sur un potentiel futur, lointain, donc hautement incertain. Donc là, je suis perdu. Je suis plus dans mes repères value d'instant présent. Et si j'allais sur ces valeurs, je prendrais certainement de mauvaises décisions émotives parce que je comprends pas le sous-jacent. Et là, c'est pas. Si on me dit d'aller sur du C'est cool, Bitcoin on ou va pouvoir sur. débattre en temps réel, en direct. euh, Moi, je ne pense pas que l'être humain mm, augmente le contrôle de ses comportements émotionnels via la connaissance. Je pense que ah, quand il voit une perte rouge sur son compte, euh, ouais, la, la- la blessure, la violence de la perte fait que le cerveau rationnel, le néocortex, n'arrive pas à reprendre le contrôle sur le cerveau lymphatique et que tous les courtiers le savent. Les comportements en bourse, c'est hallucinant. C'est une machine. J'ai toujours dit que la bourse était un excellent moyen d'apprendre à se connaître, de sortir par le haut, de se renforcer. oui, C'est quand même une violence folle. Il faut quand même que les gens comprennent que s'ils veulent de la rente, il n'y a pas de rente dans le monétaire, l'obligataire, sauf quelques rares situations. Donc, si les gens veulent une rente, s'ils veulent conserver leur capital, net d'inflation, encore une fois, s'ils veulent conserver le pouvoir d'achat sans se le faire collecter par l'État via l'impôt et l'inflation, il y a un prix à payer, c'est qu'il y a un moment, il faut passer les ordres et qu'il y a des périodes qui sont pour le moins désagréables psychologiquement et qu'il y a intérêt à être solide et qu'il y a besoin de mener une réflexion psychologique, même en te suivant. Parce qu'on les a vus, les gens mm, sont pris entre leur psychologie personnelle et toi et on se retrouve avec des mecs qui perdent alors que tu passes année oui. après année, t'enchaînes les gains, il y a des mecs qui perdent avec toi. Tu le sais. Donc la connaissance, allez vous former, oui et non. La connaissance, c'est pas une garantie. Il y a un moment, il faut quand même Mais ça prendre aide en... quand même. Parce Ça aide, mais que, il faut voilà. prendre conscience que les marchés financiers exigent
une réflexion personnelle sur soi, sur ce qu'on est, sur ce qu'est un être humain, sur dans l'exécution, dans le feu de l'action. La bourse est désagréable. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans le passé où je te demandais comment tu faisais pour dormir la nuit et gérer. Tu m'as expliqué, bah, je reste, viens de le repréciser, je reste dans mes meilleures value. J'ai mes petits ratios et machin. Et je sais qu'à horizon 3 à 5 ans, je sais de manière quasi certaine que ça va bien se passer pour moi. Tu as le même genre de conviction que Warren Buffett, qui est accroché à son bordel et qui, voilà, il sait que plus le temps passe, plus il va s'exposer à obtenir le résultat qu'il escompte. Mais cette conviction que tu as, elle est contrebalancée par une maîtrise de toi. Tu as une maîtrise de toi face au chaos des marchés, face au chaos des positions. Tu as une maîtrise, tu es mature. Tu es un mec mature psychologiquement face au chaos et les clients ne le sont pas matures. Et donc, il y a un phénomène d'apprentissage qui est nécessaire. Et s'il n'est pas là, eh ben, il n'y aura pas la défense du capital, la rente, le machin, le bordel, il n'y aura pas parce qu'il y a des décisions qui vont être prises. Ça nous rend cinglés. La vérité, c'est que c'est quand même dommage d'avoir un mec comme toi et d'arriver avec des clients au bout de piste qui perdent parce qu'ils n'ont pas pu. Et les gens, en plus, sont honnêtes. On a des beaux clients, on est d'accord, ils viennent nous voir tout penauds en disant j'ai merdé. C'est ce qu'ils nous disent régulièrement, j'ai merdé, j'ai essayé et j'ai fait de la merde et je suis dégoûté. Et donc, il faut avoir conscience de ça. Il faut le regarder en face parce que sinon, il y a une énorme déperdition entre le travail que tu produis, qui est d'excellente qualité, et le résultat obtenu par les clients à cause de ces phénomènes psychologiques. Je pense que ça, Oui. Et donc, voilà, je pense qu'on a dit le maxi qu'on pouvait dire. On était au bout de ce que c'est que le club investisseur. Donc, euh, dans le passé, sur un toast sur Other Valley, j'avais trouvé deux, trois intervenants sur la psychologie de la bourse, psychologie des investisseurs. Il y a des livres aussi en dehors de notre univers, Esprit Argent, qui ont été publiés. J'ai pas vu que ça changeait grand-chose. J'ai vu aussi que les chiffres de vente étaient divisés par trois, que ça faisait pas rêver. Sujet, ça fait pas rêver les fous. La psychologie liée à l'argent et à se confronter au marché. Les gens n'ont pas envie d'ouvrir ce dossier. Je zoome massivement là maintenant parce qu'en fait, il faut s'y confronter obligatoirement. Si ce que Loïc vous a présenté et vous a dit vous emballe, moi en tout cas, je suis emballé, je te le dis, je suis ton fan, je suis fan de toi en fait, fan de ton travail depuis de nombreuses années. Ça m'emballe tout ce que tu racontes, mais il faut pas enlever l'autre partie qui est l'exécution. Soit quoi, Oui. soit face à la difficulté. Sinon, c'est juste un rêve, ça reste un rêve qui peut d'ailleurs se terminer en perte alors que devant les yeux, il y a des gains qui sont affichés. Ça peut se terminer très rapidement en perte en fait. Très rapidement. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, je me suis permis de dire, attention, il faut quand même avoir la foi dans Loïc, il vaut peut-être mieux ne pas avoir trop envie de réfléchir et se dire, bon, ok, allez Loïc, je mets 30%, 50% de mon capital là-dessus et je m'y tiens en aveugle. Voilà, c'est le mot de la fin? T'as quelque chose à rajouter, non, par rapport, on a tout, Oh non, je pense oh non, on a bien on a, discuté, c'était on a intéressant, on a tout. creusé, on a Ouais, creusé ouais, profond là. ouais, largement. Bon, eh ben, écoute, on va mettre sous le lien de cette vidéo. Alors pour Black Friday, exceptionnellement, il y a une remise de 20% Oui. sur cette offre du club des investisseurs. On va mettre le lien dessous. On va mettre le lien vers la page. On va mettre le mien. Tu as parlé du bouclier, qui est une formation pour débutants en bourse qui veulent acquérir la Conquérir base de la la bourse. base. Conquérir C'est la bourse. Ouais. Ouais, ça. Ah, excuse-moi, le bouclier, non, conquérir la bourse. Oui, excuse-moi. Je suis Alzheimer à 50 ans. Ouais, Euh, quand même pas. donc, le conquérir la bourse, voilà, petite formation de base. Ça a vendu, je pense, 5 milliers. C'est très accessible. Tu pratiques des prix bas. Tu es quelqu'un d'honnête, hein, et donc, c'est très accessible tout ton travail. Financièrement parlant, la douleur est faible. Voilà. Donc, je mets tout ça, je vais mettre ça sous la vidéo. Et puis, donc, le code du Black Friday, moins 20% si vous voulez jumper dans le club des investisseurs. Je vais préciser aussi parce qu'il y a 800 personnes dispatchées sur trois portefeuilles. Donc, il y en a qui sont déjà inscrits à un. Donc, comment on fait si je prends le porte? Ça, c'est une question qui revient depuis une semaine qu'on a lancée. Oui, 800 personnes, évidemment, bah, on prend des centaines de messages à peu près identiques, qui est comment je gère. Ce qu'on va faire, c'est que parce que j'aurais bénéficié du Black Friday. Grosso modo, c'est ça qu'ils nous disent. Donc, ce qu'on va préciser, c'est que vous prenez tout de suite Oui, vous pouvez cumuler et en manuel, on déportera dans le futur la fin de l'abonnement. Voilà. oui. Et puis après, bah, ne reprenez pas soit la LPEA, après, restez dans le club, quoi. Pour qu'après, dans le long terme, si vous voulez devenir un client du club, restez dans le club des investisseurs. Je crois que là, on a tout dit. Oui, oui, non, ouais.
On est complet. Bon, les gars, à bientôt. Je te donne rendez-vous la semaine À prochaine bientôt, pour faire Charles. une vidéo qu'on a. Ça fait un mois et demi au moins que je dis qu'il faut qu'on fasse cette vidéo sur l'énergie. Surtout que moi, j'ai trouvé des chiffres qui sont assez dingues. Donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Ok. Écoute, avec plaisir, hein. On aura de quoi dire. Eh ben, écoute, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.